j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Donc vous le savez, on se retrouve les mardis et jeudis sur Twitch et TikTok en live de 20h à 23h et également 3 fois par semaine en podcast. Et en fait, en général, les épisodes de podcast, ils durent, je dirais, entre 15 et 30 minutes. Après, ça peut être plus ou un peu moins. Mais il y a aussi plein de problématiques qui sont un peu plus courtes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les condenser dans des épisodes un petit peu spéciaux que je filme à la fois sur YouTube. Et là, je me suis dit, en vrai, c'était le mois dernier. Là, on est en octobre. Donc, une nouvelle petite compilation. Aussi, pour les news, je vais bientôt reprendre les tournages. Donc, j'ai mon premier tournage de cette nouvelle saison, donc des épisodes entre nous et témoignages qui reviennent. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Je suis en plein préparatif de tout ça. Et aussi, la semaine prochaine, je serai en déplacement. Donc, il n'y aura pas de live. Voilà, je vous préviens d'avance. Je préfère dire qu'il n'y aura pas de live. Et si jamais à un moment j'ai le temps, j'en ferai un. Mais je préfère dire qu'il n'y a pas parce que je sais pas encore à quoi m'attendre. J'ai vu que le programme il est assez chargé. Donc j'ai pas envie de m'avancer. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Insta. C'est vraiment là que je vous tiens le plus au courant quand il y a des trucs à savoir importants. Et surtout c'est aussi là-bas que je ferai des stories de mon voyage avant le vlog. Voilà pour les petits trucs qu'il y avait à dire. En tout cas, vraiment, je suis trop contente de faire cette vidéo. Vraiment, les face cam. En fait, j'aime trop faire les podcasts. Et c'est vrai que bon, je les filme pas tous parce que c'est plus adapté en podcast que pour YouTube. Mais des petits épisodes comme ça fait pas de mal. Je sais pas si vous kiffez d'ailleurs la petite Blondie Era. En ce moment, je suis trop dans un délire de perruque. Les personnes qui suivent les vlogs savent que là, en ce moment, je suis trop dans mon era perruque. Et j'ai ressorti celle-ci. Mais oh my god, en fait, genre, j'aime trop. J'ai fait les boucles sans chaleur dessus, je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je vous ai tout montré dans le vlog qui sort dimanche. Voilà. Et mon tuto boucle sans chaleur, il est sur Insta et sur TikTok. Voilà. Et j'avoue, ça c'est que pour la partie vidéo. Si vous écoutez un podcast, vous verrez pas, mais n'hésitez pas. C'est aussi disponible sur YouTube si jamais vous voulez avoir l'image. Alors, j'ai pas lu en avance les problématiques, je vais les découvrir avec vous. Voilà, des fois je reçois des petits messages en mode non mais Leslie, t'as jamais répondu à ma problématique et tout, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, mais j'avoue que j'en reçois pas mal. Donc j'espère que, en tout cas, si votre problématique n'est pas énoncée, au moins il y en aura une qui pourra un peu se rapprocher de la vôtre pour que vous puissiez avoir un avis extérieur. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment m'avoir, genre si vraiment vous voulez avoir mon avis sur votre situation, les lives, c'est vraiment le moment en fait où je suis la plus disponible, étant donné que je suis là, je suis en live, je reçois les appels, en général j'arrive à répondre quand même à quasiment tous les appels. Et là vous m'avez en direct pour que je puisse vous répondre si vraiment c'est urgent. Après je pense qu'il y en a d'autres qui veulent juste que leur histoire sorte dans les podcasts, que je peux comprendre aussi, donc voilà. Mais en tout cas, si jamais, franchement, les lives c'est le bon endroit. Et les rediffs sont dispo sur Twitch. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Mais si vous voulez regarder les lives, je les mets pas sur YouTube, c'est tout sur Twitch. Voilà, là je crois que j'ai tout dit cette fois-ci. Alors, première histoire. La personne a nommé sa story time « Ma meilleure amie dans les racistes ». What do you mean, girl? Ok. Coucou Leslie, j'espère que ça va. Déjà, pour commencer, merci pour ces podcasts de qualité. Franchement, je te suivais déjà avant, mais là, carrément, je suis encore plus à l'affût. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. Merci! Et les petits messages cute là, comme ça, j'aime trop. Bon, aujourd'hui, je t'envoie ce message car je suis dans une situation assez compliquée. Pour le contexte, en gros, je suis une fille noire de 20 ans et j'ai grandi depuis mes 8 ans dans une petite ville dans le sud de la France. Avant, j'habitais en Afrique, j'y ai passé les 8 premières années de ma vie. 228. 228, c'est le Togo. Ok, ma go togolaise. Ok. En gros, j'ai une amie, G, que je considère vraiment comme ma BFF, ma sœur. On se connaît depuis le collège. On a tout fait ensemble. Vacances, je connais très bien sa famille, que j'aime beaucoup par ailleurs. En gros, il y a environ 2 semaines, une amie à nous, P, nous a invités chez elle pour un repas soirée où il y avait ses parents et amis que je ne connaissais pas plus que ça. Lors de cette soirée, tout se passe bien, mais nous étions alcoolisés. Il faut savoir que j'étais la seule noire personne racisée. Jusqu'au moment où un ami à P, garçon, me dit « Ah, ça te rappelle le champ de coton, haha ?» Ouh là là. Ouh là là. On rentre dans les grosses blagues de Cisra bien fort, bien beauf. Oh là là, ma phobie. Je sais même pas comment je réagirais face à une réflexion aussi
aussi culottée en fait. Comment te dire que je n'ai même pas su comment réagir, je vois très bien l'état. Je suis juste montée en haut rejoindre ma BFF G et mon amie P qui parlaient toutes les deux à ce moment-là. Donc je monte et je leur explique ce qui vient de se passer et je sais pas pourquoi, mais je me suis vraiment sentie incomprise. Genre elles ont commencé à me dire que oui, ça ne se disait pas, mais que pour lui c'était de l'humour noir, mais qu'elle trouvait ça abusé, irrespectueux, etc. Moi à ce moment-là, je voulais rien entendre car j'ai eu l'impression qu'elle essayait de justifier ses propos, donc je suis juste allée dormir. Et j'ai pleuré car c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, même sous forme de blague. La semaine qui a suivi, j'ai été très froide avec ma BFF et j'ai fini par lui dire que j'ai été très déçue de son comportement, que j'ai eu l'impression qu'elle ne prenait pas en considération mes émotions et surtout la situation en la justifiant par de l'humour noir. Elle s'est excusée, m'a dit que c'était vraiment pas le cas et que après elle, G et P sont allés embrouiller le garçon en lui disant que c'était raciste. Et même qu'après elles en ont reparlé, mais sauf que j'étais pas là et j'ai du mal à la croire. Surtout que je me dis que en temps normal, elle rigole à ce genre de blague et que c'est sûrement parce que ça m'a blessée qu'elle a dit quelque chose. Donc depuis, je suis grave distante avec elle et je ne sais pas si j'abuse ou pas, que malgré le fait qu'elle s'en veuille de ne pas avoir su bien réagir, je dois passer outre. Et j'en ai pas parlé avec P car j'estime que ce n'est pas une amitié forte à laquelle je tiens et de toute façon, un jour ou l'autre, on s'éloignera. J'ai été beaucoup déçue d'elle. En tout cas, merci de m'avoir écouté et j'aimerais beaucoup savoir ton avis et celui des abonnés. N'hésitez pas à me dire si j'abuse ou que je suis folle, mon cœur restera ouvert MDR. Bisous. Alors, Mago, déjà pour moi, en aucun cas tu as abusé. Il faut savoir qu'en fait, à partir du moment où vous ressentez quelque chose, que vous êtes blessé par quelque chose, ça vient pas de nulle part. Même quand tu dis que oui, à ce moment-là, tu t'es pas sentie comprise, c'est totalement compréhensible en fait, parce que la bienveillance d'une action n'empêche pas qu'elle peut faire du mal à l'autre. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tout le monde intègre, je pense, tu vois. Je vais prendre l'exemple du blackface. Voilà, parce qu'on est dans les trucs racistes. Tout c'est le thème. Vous voyez le blackface, il y a des gens qui ont déjà fait des blackface sur la place publique, voilà, qui ont après expliqué que voilà, c'était pas méchant de leur part, il n'y avait pas volonté de nuire dans leur acte, juste que c'était soit parce que ils avaient des amis noirs et que c'était une blague et que c'était pour se déguiser comme une personne noire, soit que c'est pour dénoncer ce que les noirs vivent, etc., etc. Bref. Mais en fait, quelle que soit l'intention derrière, aussi bienveillante puisse-t-elle être, à partir du moment où ça offense les autres, que ça blesse les autres ou que ça blesse une communauté, ça reste quelque chose de pas correct et ça reste quelque chose où il faut s'excuser. Quoi qu'il arrive en fait. C'est pas l'intention qui compte, c'est le mal que ça cause. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que la personne, elle l'a dit sans vouloir être méchante, juste pour faire de l'humour noir, voilà, que ça justifie quoi que ce soit. Absolument pas en fait. Donc c'est pour ça que voilà, ne vous sentez jamais illégitime, surtout quand c'est une personne non concernée, donc là pour le coup une personne non racisée, une personne non noire qui vous fait une blague raciste. Et après je comprends que quand les autres sont là en mode non mais t'inquiète c'est pas grave, ils voulaient rigoler et qui minimisent, bah du coup toi-même tu te remets en question, tu te dis vas-y peut-être que j'ai exagéré et tout. Non, voilà, tu n'as pas exagéré. Je tiens quand même à te rassurer sur ce point-là. Maintenant, la manière dont tu l'as raconté, je sais pas si tu dois t'éloigner d'elle dans le sens où en fait jusqu'ici, moi, j'allais te dire que voilà, c'est une maladresse. Apparemment, elles sont parties le voir. Elles lui ont redit que c'était pas normal. Elles ont quand même compris que c'était irrespectueux, etc., etc. Et justement, elles ne sont pas concernées. Donc, peut-être qu'elles se rendent pas forcément compte de la gravité de la chose, tu vois. Mais moi, ce qui m'a un peu fait tilt dans ton message, c'est quand tu as dit que j'ai du mal à la croire et surtout que je me dis qu'en temps normal, elle rigole à ce genre de blague. Et c'est là, vers la fin du message, du coup, ça m'a fait tilt où je me suis dit... Par contre, si tu penses qu'elle n'est pas sincère dans sa démarche, qu'en vrai de vrai, d'habitude, elle rigole à ce type d'humour, là par contre, j'avoue que mon avis, il sera un peu plus mitigé et je te dirais quand même de faire attention. Et après, peut-être que c'est la première fois aussi que tu t'énerves dans ce genre de situation. Donc, moi en tout cas, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que d'un, tu n'as pas été too much dans ta réaction, pas
du tout. C'était totalement légitime de ta part. Et de deux, par rapport à ton ami, là, je trouve que c'est bien que cette fois-ci, t'aies pu lui dire ces 4 vérités et que ça t'a dérangé. Et je te dirais plutôt de faire attention à l'avenir, à si ça se reproduit, à voir si elle continue dans ça. Voilà, moi j'ai un petit peu du mal avec ce délire de dès qu'il y a un souci, on coupe complètement les ponts avec les autres. Parce que voilà, l'erreur est humaine, on peut se rattraper si on s'excuse, si on reconnaît ses torts, etc. Je pense que pour qu'une relation, elle évolue, il y aura forcément des loupés et il faudra justement voir si on pardonne ou pas, si on peut avancer. Et finalement, c'est à toi de voir si tu es capable de passer ou pas au-dessus. Et si tu le fais, en tout cas, reste toujours un peu en alerte par rapport à cette thématique-là, précisément qui est le racisme, à voir si ça vient pas à se reproduire plus tard. Voilà, donc voici pour ma petite réponse. J'espère en tout cas que ça t'aura permis d'y voir un peu plus clair. Et n'hésitez pas en commentaire aussi à donner votre avis, peut-être que vous n'aurez pas le même que le mien. Nouvelle histoire. Coucou Leslie, j'espère que tu vas bien. Ma problématique, je l'appellerai « Je n'arrive pas à être une femme ». Wow. Pour le contexte, je suis une femme noire musulmane de 23 ans et je vis chez mes parents. Mes parents sont à fond dans la religion et ont toujours été stricts sur ma manière de m'habiller. Avant, c'est-à-dire pendant mon enfance et mon adolescence, cela ne me dérangeait pas. Je portais toujours des vêtements longs et larges, concernant les sous-vêtements pareil, des soutifs très simples et de grosses culottes. Même pas les culottes simples de femmes MDR, toujours les XXL qu'on porte pendant nos règles. Ah oui. Quand j'étais au lycée, j'étais une personne négligée. Je portais souvent des joggings, des vêtements trop grands, car j'étais également complexée par mon corps. Donc j'allais naturellement dans leur sens. Et par habitude, lorsqu'ils me demandaient de changer de haut, ajouter un gilet au-dessus, etc., j'acceptais. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai appris à m'accepter comme je suis et j'aime beaucoup mon corps. Depuis 2-3 ans, j'essaye d'explorer de nouvelles manières de m'habiller, mais je n'y arrive pas. Mes parents me bloquent en disant que tel vêtement est trop moulant, qu'il ne cache pas les bras, qu'il est décolleté. Et pourtant, ce ne sont pas vraiment des tenues problématiques. Par exemple, si je porte un jean simple avec un t-shirt, ils vont me dire d'obligatoirement mettre une veste au-dessus. Étant une personne qui n'aime pas créer le conflit, je préfère me laisser faire et continuer de m'habiller de manière banale. Je ne porte pas de jupe, pas de sous-vêtements féminins, pas de robe. Je me prive de porter certains vêtements, comme des combinaisons ou des tops basiques. Et plus le temps passe, plus je suis énormément frustrée de ne pas pouvoir m'exprimer au niveau vestimentaire. Cette situation me pèse tellement car on m'impose en quelque sorte de m'habiller de manière ultra modeste et aujourd'hui ça ne me convient plus du tout. À tel point qu'il m'arrive d'annuler régulièrement des sorties avec des copines car je sais que je serai mal habillée ou pas dans le thème avec mes gros pantalons ou mes robes qui font plus daronne qu'autre chose. Je ne souhaite pas être une femme ultra sexy, mais être au moins un peu coquette. J'espère que tu pourras me trouver quelques pistes pour m'aider. C'est certes une problématique futile, mais ça me tue le moral d'être coincée dans cette situation et de ne pas réussir à exprimer ma féminité. Merci d'avance et continue comme ça pour ton podcast, j'adore l'écouter en allant au taf. PS, t'as une voix super relaxante, ça ajoute un plus, j'ai hâte d'écouter ma problématique à travers ta voix. Waouh, merci. Merci, j'aime trop quand vous me dites des petits compliments comme ça et tout, genre. Alors, moi, là, ce que je vois par rapport à ta problématique, c'est assez simple finalement. Je pense que là, à partir du moment où tu vis chez tes parents, c'est mieux que tu gardes un style un peu modeste pour, comme tu l'as dit, ne pas créer conflit, ne pas trop les choquer. Je pense que dans certaines situations, je vous dis des fois qu'il faut choquer vos parents quand vraiment ça va trop loin, quand ils cherchent à vous humilier, à vous foutre la honte, quand ils ont des comportements toxiques avec vous. Là, pour le coup, je pense pas que le comportement soit toxique. C'est plus que eux, je pense qu'ils ont grandi d'une certaine manière. Ils veulent que tu restes en phase avec votre religion. Et c'est pour ça que, eux, ils exigent que tu restes modeste. Moi, je pense que tant que tu vis chez tes parents, et comme tu as dit, pour pas trop créer le conflit, pour pas trop les choquer, effectivement, peut-être que tu pourrais garder un style modeste, mais un style modeste stylé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des manières de s'habiller de manière modeste mais stylée et pour cela je te conseillerais de suivre des comptes de personnes qui s'habillent modestes mais stylées. Voilà, par exemple Oneshai, voilà, franchement elle s'habille de plus en plus modeste, enfin ça fait vraiment maintenant même plus d'un an qu'elle est quand même très modeste dans son style et voilà, je parle de Shaina parce que c'est le nom qui me vient en tête là, mais il y en a sûrement plein d'autres, mais voilà, je pense que tu devrais essayer de trouver des styles vestimentaires parce que tu peux être coquette et féminine
en étant modeste. Franchement, même les femmes voilées, je trouve qu'aujourd'hui, elles arrivent à s'habiller de manière stylée, à s'habiller autrement qu'avec le voile simple. Après, je sais pas si c'est légiféré, tout ça, j'avoue que là, ça rentre dans des détails que je ne maîtrise pas totalement. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense que le style vestimentaire, c'est quand même aussi adapté et limite, je trouve que c'est la mode en ce moment d'être modeste. C'est vraiment la mode, justement, d'être habillé un peu large, un peu en mode old money, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a ce délire-là. Donc moi, je pense vraiment que tu peux réussir à être coquette et modeste. Et je pense qu'en fait, toi, vu que tes parents te frustrent en étant dans la restriction avec toi, et du coup, toi, en fait, tu associes le fait de t'habiller de manière modeste avec le fait d'être pas coquette, alors que tu peux vraiment faire les deux en faisant du layering, genre tu vois, tu superposes bien les vêtements, etc. Je suis sûre que tu peux trouver ton style et justement un juste milieu entre les deux. Donc moi, c'est vraiment la première piste que je te donnerais. Je pense que ça serait la plus simple pour que tu puisses être stylé, trouver ton style à toi sans non plus être dans le conflit avec tes parents et tout en restant, on va dire, à peu près carré dans ta religion, même si je sais que c'est pas ça de base, voilà, respecter la religion. Mais en tout cas, moi, dans un premier temps, je te dirais de faire ça. Et une fois que tu quitteras le domicile familial, si tu en ressens toujours l'envie, et peut-être que non, peut-être que si tu trouves ton style de modeste et stylé, bah t'auras plus envie de t'habiller de manière un peu plus découverte. Mais si t'as envie toujours après ça, quand t'auras quitté tes parents, de le faire, là tu seras beaucoup plus libre de le faire et tu feras plus attention juste quand tu iras aux réunions familiales, tu vois. Moi, je pense que ça peut être un bon entre-deux entre la période où tu vas rester chez tes parents et le moment où tu prendras ton envol. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider comme solution. Il y a un monsieur qui s'est invité dans la vidéo. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je profite de l'opportunité que tu nous offres pour vider mon sac. Et pourquoi pas recevoir un peu de soutien, car je ne sais pas si beaucoup de personnes me comprendront. Dans quelques jours, ma meilleure amie, depuis presque 20 ans, va partir vivre de l'autre côté du globe, à 10 heures de décalage. Et même si je suis contente pour elle, je ne peux m'empêcher d'être super triste. Mais je me demande si c'est normal d'être aussi triste. Genre quand j'y pense, je peux en pleurer. On est vraiment très fusionnels, elle et moi. On se parle tous les jours, toute la journée, on fait énormément de choses ensemble. Pourtant, j'ai un copain, une famille, des cousines, d'autres copines qu'on a en commun ou non, mais là, rien que de ne plus l'imaginer dans mon quotidien, je me sens seule. Ça a toujours été un pilier dans ma vie et je ne sais pas comment le vivre. Quand je me projette, ça m'angoisse. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être dépendante d'elle. Elle a aussi des amis de son côté, etc. Mais ça me fait une sensation vraiment que je ne saurais expliquer. Pourtant, j'ai aussi une cousine qui va être amenée à déménager hors Île-de-France bientôt. Et même si je suis triste aussi pour elle, c'est à des années-lumière de l'effet que ça me fait pour ma meilleure amie. Donc déjà, je me sens un peu coupable en mode comment ça tu ressens plus de peine pour le départ de ta pote que ta cousine, genre, et de deux, je me pose des questions. Est-ce que j'étais trop dépendante de ma best pour me sentir mal à ce point alors qu'il y a quand même d'autres personnes qui m'entourent? Mais le truc, c'est qu'en dehors des choses que je fais avec mon copain, c'est la personne avec laquelle je fais le plus de choses et en y pensant, elle avait déjà pris la place d'une de mes cousines qui était partie étudier dans le sud quand on était plus jeunes. Donc en fait, j'ai l'impression déjà de reperdre encore quelqu'un et je me dis est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir un binôme ou quoi? Pourtant j'apprécie aussi ma seule compagnie, je peux aller au cinéma seule, aller faire les boutiques seule, etc. Mais oui, ça me fait une sensation presque de vide. En tout cas, j'anticipe cette sensation de qui je vais appeler quand j'aurai envie de faire telle ou telle chose, parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie forcément de faire avec mon copain et même lui n'aurait pas forcément envie de les faire. Et puis même de toutes mes copines, c'était vraiment mon âme sœur. Pour moi, on n'a pas forcément le même caractère surtout, mais on se correspond quand même vachement et je ne pense pas que je puisse retrouver cela avec qui que ce soit d'autre. Donc là, j'ai l'impression de vivre un goumin amical. Après, je sais qu'on restera en contact, j'ai aucun doute là-dessus, mais quand même, mon quotidien va être sacrément chamboulé, je pense. Ma star, franchement, je pense que oui, il y a des gens qui pourront te comprendre. Vraiment, si t'as une meilleure amie, c'est ton tout, c'est toute ta vie, c'est tout. Franchement, je peux comprendre. En plus, tu me dis 20 ans d'amitié, c'est une dinguerie de rester 20 ans amie avec quelqu'un. Voilà, je n'ai pas encore atteint ce palmarès avec qui que ce soit. Cependant,
C'est ta meilleure amie, comme tu as dit, vous allez rester en contact, donc n'oublie pas que tu pourras quand même être souvent en FaceTime avec elle, souvent l'appeler, voilà. Ça veut pas dire que le lien va se rompre, mais je peux comprendre que même t'aimes la voir et passer du temps physique avec elle. Et malheureusement, en fait, je peux pas te dire grand chose, mis à part le fait qu'il va falloir passer au-dessus de ça. Quand t'as envie de sortir, sortir avec d'autres amis, avec d'autres cousines à toi, et puis de toute façon, voilà, aujourd'hui, on est en 2024, on est dans l'ère de l'internet, de l'ultra-connexion, on est H24 sur nos tels, donc vous pourrez continuer à avoir une relation, même si ça sera plus virtuel, mais vous pourrez quand même encore, je pense, passer beaucoup de temps ensemble et voilà quoi. Après, j'ai conscience, ça sera plus d'organisation avec le décalage horaire, etc. Mais voilà, t'as le droit d'être triste en fait. T'as juste le droit d'être triste. C'est normal que tu te sentes pas bien. Ça veut pas dire que t'es pas contente pour elle. Moi, en tout cas, je le vois pas du tout de cet œil-là. Mais voilà, je pense que tu finiras par t'y faire. Peut-être que t'as une petite peur de l'abandon aussi, vu que ça t'est déjà arrivé. Genre là, c'est la deuxième fois. Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit peu de ça aussi, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai juste envie de te rassurer en te disant que ça va aller, vous allez continuer de rester en contact dans tous les cas. Donc voilà, et puis tu pourras lui rendre visite de temps en temps, voilà, même si c'est loin visiblement, mais ça peut te faire des vacances, découvrir aussi un nouvel environnement, etc. Donc plus essayer de voir le côté positif en te disant que dans tous les cas, vous vous reverrez, vous resterez en contact et ce que tu as envie de faire, tu pourras le faire avec d'autres personnes et accepter d'être triste, tu as totalement le droit et tu verras, je pense que déjà d'ici quelques semaines, ça ira un petit peu mieux même si elle te manquera. Tu sauras que c'est juste le temps d'un instant et que si c'est une vraie amitié, elle continuera de durer malgré la distance. Donc voilà. Alors, nouvelle story, les agiteurs de carottes, voici comment j'ai envie d'appeler ma story time. Ok, pourquoi pas. Tout d'abord, j'espère que tu te portes bien, Leslie, et voulais te remercier pour cette idée que tu as eue de donner la parole à tes abonnés. Je ne loupe pas un podcast, j'aime trop. Bref, je suis actuellement au bureau et je repensais à 2 histoires qui me sont arrivées récemment et qui ont résonné en moi. Je suis une femme de 28 ans qui était en couple depuis près de 5 ans avec un homme du même âge. J'ai décidé de mettre fin à la relation il y a de ça 3 semaines car on n'avançait clairement pas dans notre relation et je n'avais pas le sentiment que ça allait changer de sitôt. Fatiguée d'attendre et surtout d'avoir le sentiment de devoir quémander, j'ai préféré quitter le navire. De base, ça s'est fait dans des bonnes conditions, on a pu parler, se dire ce qu'on avait sur le cœur. Sauf que je pense qu'en voyant que je ne bluffais pas, mon ex a commencé à agiter la fameuse carotte. À me dire qu'il avait parlé du mariage à sa famille déjà, que je pouvais leur demander et d'emménager ensemble début 2025, que je lui avais déjà envoyé des appartements et qu'il se projetait blablabla. Voyant que ça ne me faisait pas encore flancher, il a commencé à me demander des exemples de lettres. Dans ma culture, on envoie une lettre au père de la fille pour débuter le processus du mariage coutumier. À me demander comment ça se passe exactement, etc. Finalement, à rejeter la faute sur moi, car maintenant, il dit oui pour accéder à mes requêtes. Si on arrête la relation, ça devient de ma faute et ça me saoule. Je sais très bien que c'est une forme de manipulation, mais jusque-là, j'étais apaisée et je me disais que oui, si on continue pas, c'est parce qu'on n'a pas la même vision de l'avenir. Mais maintenant qu'il assure être prêt à faire ce que je veux, j'ai un dilemme. Car il y a un côté de moi qui reste très lucide, que déjà il fait peut-être ça contre son gré, on va dire, qu'en vrai, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout ou c'est juste pour essayer de me récupérer? Et qu'est-ce qui me dit qu'à l'avenir, si ça aboutit et qu'on a une embrouille, il ne va pas me sortir un truc en mode « Ouais, c'est toi qui as voulu, moi je voulais même pas me marier, etc. » Parce qu'on connaît ça. Et d'un autre, ça m'attendrit tout de même car je l'aime et je me dis qu'il est peut-être prêt à faire ça plutôt que de me perdre. Mais pourquoi avoir attendu d'en arriver là pour le faire? Donc oui, je suis un peu perdue sur le sujet honnêtement. Donc il y a déjà cette histoire et dans la même veine, j'avais prêté il y a fort longtemps, ne me tapez pas sur les doigts, de l'argent à mon mec de l'époque, 200 €, qu'il ne m'a évidemment jamais rendu et que clairement après l'avoir bien insulté, j'avais plus d'espoir de récupérer cet argent. Cet été, après donc 6 mois de silence total de part et d'autre, le mec est venu me parler. Petit surnom affectif, ça va. Voyant son nom s'afficher, j'ai pas qu'à là.
Comme je n'ai pas répondu, au bout de quelques jours, il agite la carotte. Je voulais venir te parler pour m'excuser de mon attitude. J'ai pas été correcte avec toi, je le sais. Depuis, j'y pense tout le temps et aujourd'hui, je trouve enfin le courage de venir m'excuser. Et surtout, je voudrais te dédommager en te rendant l'argent que tu m'as prêté avec un supplément. Ok. Dans la France de Macron et de l'inflation, bon, s'il y a de l'argent là, faut laisser la fierté de côté et le bénéfice du doute. Ok madame, ok. J'ai donc répondu « Salut, ça va bien, merci. Tes excuses, il y a longtemps que j'en ai plus besoin, mais maintenant, si tu veux rendre l'argent, je prends, oui. » Lui, ok, il faut qu'on se voit, t'es dispo quand? Moi, bah, on n'a pas besoin de se voir. PayPal, les virements, etc., ça existe. Lui, ouais, mais j'ai en espèces, du coup, c'est mieux si on se voit. Moi, bah, fais un Western Union. Il me dit « Vas-y, je vais gérer ça. » Entre-temps, il me parle de la pluie et du beau temps, veut savoir si je suis en couple, me dit qu'il regrette de m'avoir laissé partir, lol, comme s'il avait eu le choix, bref, et qu'il aurait dû me marier alors que le gars m'a dit qu'il attend un enfant avec un plan cul. Ok. Je coupe tout finalement à la conversation et reviens après quelques jours sur le sujet de l'argent et là, monsieur a une couille. Il a pas pu déposer l'argent, etc. Je l'ai de nouveau incendié. Il m'a assuré que c'était pas de la douille, qu'il était pas comme ça et qu'il allait vraiment me rendre jusqu'à mon dernier centime. Ce sont ses mots. Là où on est aujourd'hui, presque 2 mois après, il y a toujours rien et moi qui dans ma tête était tranquille et sereine, j'ai maintenant le seum d'avoir gobé et envisagé qu'il allait vraiment me rendre mon argent. C'était sa carotte pour m'amener à lui répondre et potentiellement même à le voir si j'étais encore plus naïve. Donc voilà, dernièrement, j'ai vraiment l'impression d'être un âne qu'on veut faire avancer là où on veut. Waouh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Je comprends tout à fait ton ressenti. Alors déjà, pour le premier mec qui est ton mec, si j'ai bien compris. Moi, je suis d'accord avec toi que pareil, j'ai peur aussi qu'il vienne te... En fait, il y a 2 solutions. Genre, soit il s'est rendu compte qu'il pouvait te perdre. Donc, c'est pour ça qu'il agit comme ça et qu'il veut vraiment faire les choses bien pour toi. Soit, comme tu l'as dit, il fait ça juste pour te récupérer et après, il va venir te le reprocher. Moi, je pense qu'il faut tout simplement avoir une discussion claire en lui disant que s'il veut se marier, ça doit être aussi une décision de sa part à lui. C'est pas uniquement pour te faire plaisir, mais voilà, ça doit aussi venir de lui. Et que s'il en a pas sincèrement envie, qu'il demande pas en fait. Voilà. Moi, je te dirais d'être un peu cash comme ça avec lui. Mais vraiment, avant de prendre toute décision, que en fait... toi-même, tu contrecarres le truc pour qu'il ne puisse pas te le reprocher après. Pour que si jamais demain il te le reproche, tu lui dis non mais attends, je t'explique, je t'ai bien demandé si c'est bien ce que tu voulais aussi. Tu as répondu que oui, donc à partir de ce moment-là, t'as pas à me faire le reproche, tu vois. Donc moi, c'est au moins ce que je te dirais pour que ce soit bien carré avec lui. Parce que forcément, des fois, on se rend pas compte que dans une problématique, tout se passe bien à côté. Il y a juste ce point-là qui dérange. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi un petit peu se dire que bon, ça se trouve le mec il est archi bien avec elle, il la met bien, tout se passe bien, elle l'aime, etc. Mais à toi aussi de te poser et de voir quels sont les pour et les contre dans cette relation et est-ce que tu es prête à faire des concessions sur certaines choses ou pas. Moi je trouve que des fois le pour et contre, une petite liste comme ça te permet d'y voir un peu plus clair et de voir vraiment carte sur table, est-ce que tu as vraiment envie de te projeter dans cette relation. Ensuite pour le deuxième, qui est étonné en fait, genre qui est étonné, un mec qui rembourse, genre non franchement moi je suis pas étonnée, voilà, moi comme je vous l'ai déjà dit, pour moi on ne prête pas d'argent à un homme, mis à part si c'est vraiment genre son mari, tu vois. Mais un gars que tu connais à peine, que tu connais depuis moins de 6 mois, même 1 an, non, franchement non, voilà. Ou alors vous faites signer une reconnaissance de dette, voilà, comme ça vous pouvez après envoyer les huissiers. Au moins. Mais voilà, franchement, c'était quasiment sûr qu'elle allait pas te rendre tes sous. Après, voilà, il a tenté, il a pas réussi. Tu sais, le truc de la carotte, en fait, faut pas vraiment que tu le vois comme un âne à qui on te met la carotte. Dis-toi juste que les gens, pour atteindre leurs objectifs, pour atteindre leur but, des fois, ils sont un peu prêts à tout. Voilà. Et ils aiment bien mentir et manipuler. Mais c'est tout. C'est courant, t'inquiète. Oh là là. Coucou Leslie, j'aime beaucoup tes analyses et ta bienveillance auprès de tes abonnés et du coup je souhaite te faire part de ma problématique.
Je suis une Africaine en couple avec un Antillais depuis 5 ans. Il a toujours eu un problème avec l'engagement, trauma d'enfance. On parle de se marier depuis 2 ans maintenant et on s'est déjà séparés une fois parce qu'il m'a avoué ne pas avoir envie de se marier. Alors que de base, il disait être indifférent. On s'est finalement remis ensemble en parlant plutôt de Pax, mais je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas et que ça n'avait aucune valeur à mes yeux, c'est simplement juridique. J'ai alors émis le souhait d'au moins faire un mariage coutumier, rencontre des familles, le mec qui ramène les boissons, etc. Et mon père aimerait faire les choses dans l'art et qui lui envoie une lettre. Non mais moi j'étais pas au courant de cette histoire de lettres en fait. On en parle depuis le début de l'année et toujours rien et je commence à perdre patience après une énième discussion sur le sujet. Il a fini par dire qu'il ne comprenait pas le concept de la dot et qu'il ne se voyait pas acheter sa copine à son père et qu'il avait l'impression en plus qu'on ne suivait que mes coutumes et pas les siennes. Sauf qu'il avait même pas envie de se marier de base. Donc, quelle coutume il veut qu'on suive? Donc ça fait 24 heures qu'on se prend la tête, que je lui dis autant arrêter et qu'il ne veut pas, mais du coup je capte pas trop comment ça se passe dans sa tête. Je sais que les hommes sont égoïstes, mais à ce point, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir déjà fait des concessions. Ah là là, on est encore dans le même thème là. Alors, en fait, moi je vous le dis toujours et je vais le redire dans cette vidéo. Pour moi, dans une relation, il y a 2 trucs importants, à savoir l'amour, la complicité, la confiance, etc. Tout ce truc où tu fais que c'est vraiment la personne, il y a une alchimie. Et il y a le côté projet, valeur, vision commune, religion, etc. Il faut les 2, en fait, dans la relation. Et il y a beaucoup de filles qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est-à-dire, elles sont avec quelqu'un qu'elles aiment, tout va bien, genre au niveau de la complicité, il est beau, il leur plaît, ils rigolent ensemble, etc. Mais ils n'ont pas la même vision des choses et la même vision de la vie. Il n'y a pas ce projet commun dans la vie, en fait. Et à l'inverse, il y a des personnes avec qui il y a le projet commun. Donc, c'est des personnes qui veulent toutes les deux se marier. Les situations, elles correspondent. Ils vont dans la même direction, mais il manque ce petit truc. Il n'y a pas cette petite alchimie, ce petit truc physique, ce petit truc où... Tu vois ? Voilà. Il y a souvent ce dilemme-là, en fait. À partir du moment où il n'y a pas les 2 dans la relation, pour moi, il faut partir. Les 2 sont importants. Tu peux pas te mettre avec un mec qui ne veut pas se marier alors que tu veux te marier. Vous avez pas la même vision de la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, limite, je me dis, est-ce que je sais pas ce que j'aurais dû dire à la fille d'avant aussi, tu vois, mais il veut pas. Il veut pas, et comme elle a dit, il va venir te le reprocher après en fait. Après, même s'il se marie avec toi, il va venir te le reprocher plus tard, au moindre truc, ou si un jour vous êtes amené à divorcer, même si c'est pas ce que je vous souhaite, il te dira, bah voilà, qu'est-ce que je t'avais dit, de toute façon c'est toi qui veux te marier, moi j'avais rien demandé, etc. etc. Donc moi à partir de ce moment-là, en fait, tu vas pas non plus forcer un mec à te marier s'il en a pas envie, et à partir du moment où vous avez pas les mêmes valeurs à ce niveau-là, c'est difficile d'avancer avec quelqu'un, tu vois. On parle pas d'une concession vite fait, il y en a un qui est bordélique, il y en a un autre qui l'est moins, ou il y en a un, je sais pas moi, qui est trop extraverti, l'autre trop introverti. Enfin, tu vois, on parle du mariage, de la vision. Un mariage, c'est un peu ce qui peut potentiellement bâtir une relation en fonction de ton point de vue. Mais voilà, en plus, t'es quand même dans des choses assez traditionnelles, ça parle en dot, en mariage coutumier, en envoi de lettres, etc., etc. C'est des choses qui te tiennent à cœur. Et à partir du moment où cette personne-là, elle ne t'aime pas assez pour justement te faire plaisir, c'est compliqué. Après, il a l'air aussi de pas trop comprendre le concept de tout ça. Donc aussi, pourquoi pas lui expliquer que ce n'est pas qu'il t'achète, voilà, mais expliquer justement toutes les valeurs qu'il y a derrière la dot, etc. C'est quoi un petit peu le principe derrière tout ça? Peut-être que s'il comprend mieux, voilà. Mais quoi qu'il arrive, le fait qu'il soit autant dans la réticence par rapport à un truc où c'est censé être tellement logique pour toi, je pense honnêtement que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc moi, de mon avis, ça sent pas bon cette histoire et ça risque de se finir ou de mal se finir. Mais peut-être, je te donne quand même une petite solution plus positive, mais peut-être que si vous en rediscutez, que tu lui expliques le principe de la dot, en quoi toi ça te ferait plaisir, que si lui, je sais pas, il veut que vous rajoutiez un côté traditionnel par rapport aux Antilles, honnêtement je ne m'y connais pas du tout, why not? Mais comme t'as dit, je pense qu'il cherche plus la petite bête parce qu'il a pas envie qu'il veuille réellement rajouter ses coutumes à lui. Voilà, j'ai l'impression que il veut plus mettre des bâtons dans les roues parce qu'il n'en a pas vraiment envie. Donc voilà.
à voir. Mais j'avoue que je comprends le problème. Mais je vous jure que ça, c'est des questions limite qu'il faut savoir dès le départ. Est-ce que tu veux des enfants ou pas? Est-ce que tu veux te marier ou pas? Comment toi tu gères les finances aussi dans le couple? Genre, t'es en mode 50-50 au niveau des charges. T'es en mode tu payes le loyer, mais derrière, bah t'attends que ta femme quand même, elle s'occupe un minimum de ton foyer. Enfin en fait, il y a tellement de manières différentes de voir les choses. Et justement, en couple, c'est ça, c'est des discussions, c'est plus des compromis que des concessions. Mais à partir du moment où ça devient une concession, déjà, c'est un acte plus fort qu'un compromis. Tu vois, un compromis, c'est un couple est fait de compromis. Mais quand tu vas dans la concession, la cession de quelque chose qui est important pour toi, ça devient un peu compliqué, je pense. Donc voilà. Hello Leslie, avant de commencer, j'aime trop ton contenu et bravo pour la direction que tu prends, tu peux être fière de toi. Merci. Ma problématique et le divorce de mes parents a détruit mon insouciance. Il faut savoir que la procédure du divorce a duré pendant toute ma vingtaine. Ce divorce a été très long. Ils se sont fait la guerre sans merci et en usant de tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour pénaliser et blesser l'autre. Accusations, plaintes, bref, je suis l'aînée de ma fratrie. Pour eux, j'étais assez grande pour comprendre ce qu'est un divorce. J'ai vu et entendu des choses que je n'avais pas besoin de savoir. Ils m'ont entraînée dans leurs conflits, sans cesse, malgré moi. Je ne pouvais pas m'y opposer et j'en avais pas la capacité non plus parce que j'ai trop de respect pour eux. J'ai préféré tout garder pour moi au lieu d'extérioriser. J'étais comme un facteur qui devait faire passer les messages à l'un et à l'autre. Oh là là, horrible. Horrible. J'ai fait le tampon pour ma fratrie et je suis devenue une petite maman ou un troisième parent. J'étais la solution à tous les problèmes de la famille malgré moi. Mes parents ont refait leur vie et moi je devais élever mes frères et sœurs sur le côté. Exemple, ma mère du jour au lendemain a décidé sans nous prévenir d'aller vivre chez son gars sans nous. Elle est à fond sur sa relation et prend des nouvelles de nous de temps en temps par téléphone. Mais c'est une blague! Et j'ai essayé de compenser l'absence physique de ma mère auprès de mon dernier frère pendant 6 ans. Faut voir comment elle est investie pour les enfants de son gars. Franchement, ça me dégoûte et j'ai l'impression qu'elle m'a volé mon temps malheureusement. Sur le plan love, c'est catastrophique MDR. J'ai rencontré des mecs sans commentaire, des hommes pas sérieux ou des petits garçons. À chaque fois, je lâche l'affaire parce qu'ils me cassent la tête et je me dis que je serais mieux seule. Je suis restée seule pendant 4 ans avant de rencontrer mon ex. J'ai quitté mon ex parce qu'il me fatiguait. Je devais porter tout le poids du couple, jamais d'initiative de sa part. Je devais me déplacer pour aller le voir. Je devais lui prêter de l'argent quand il ne travaillait pas, qui m'a envoyé vraiment. Et il pouvait me traiter de matérialiste parce que je lui disais juste de trouver un nouveau travail. Oh, ma phobie. Bref, je devais partir, impossible de me projeter avec lui, c'était de la souffrance inutile, ça me saoule d'être la solution aux problèmes des autres. Oh là là, j'adore cette phrase. Citation, s'il vous plaît. Maintenant, je sais pas, mais je me sens vide. J'ai l'impression d'avoir 50 ans, divorcée avec des enfants et je suis déjà fatiguée. J'ai perdu une partie de moi dans ces conflits, mais je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai été omniprésente dans ces conflits à mes dépens, mais pas assez pour mon avenir et moi. Je suis entrée dans la trentaine, l'âge où on est censé se marier et avoir des enfants selon la société, mais ça ne m'emballe pas. Ma famille a déjà commencé à me fatiguer à ce sujet, ils attendent mon mariage. J'espère qu'ils ont une bonne dose de patience. Quand mes amis me parlent de leur couple ou leur vie de famille, je suis heureuse pour eux, mais ça m'angoisse. Je suis très méfiante à ce sujet, je vois d'abord le mal avant de voir le bon côté. Des choses en général, je me dis que je n'aurai pas la force d'affronter les difficultés de la vie de couple et de famille parce que j'ai déjà mis trop d'énergie dans une relation qui ne m'appartenait pas. Et en même temps, je me demande si un jour je rencontrerai une personne fiable et qui me donnera envie de me projeter. Peut-être que ce n'est pas pour moi, je ne sais pas. Je sais que je ne dois pas associer la relation de mes parents dans mes relations amoureuses, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Cette situation a eu un impact sur moi, que je l'accepte ou non. Crise de nerfs, beaucoup de rancœur, beaucoup de larmes, beaucoup de fatigue. Mes amis m'ont vu dans tous mes états. Surtout les pires pendant cette période, les pauvres, encore désolé les amis. Quand je vois les appels de mes parents, je ne réponds plus systématiquement comme avant, parce que je sais qu'ils vont me demander quelque chose ou annoncer un problème
problèmes que je devrais résoudre. Le divorce a été prononcé depuis un certain temps, mais il y a encore des nouveaux problèmes, surtout du côté de ma mère que je ne supporte plus en ce moment. Son comportement m'insupporte à prioriser son gars avant ses enfants. Par naïveté, j'ai aidé directement et indirectement ma famille et maintenant je me retrouve avec un gros boulet émotionnel au pied. J'avance à mon rythme, mais ce n'est pas simple. C'est pour ça que je dis que le divorce de mes parents a détruit mon insouciance. J'ai toujours ce désir de tout contrôler et de réfléchir en permanence avant de prendre une décision. Je ne sais pas trop comment je vais me sortir de tout ça, mais j'essaye de me prioriser et j'ai envie de garder espoir que ma situation change. Voilà, désolée pour le gros pavé, merci Leslie car ton podcast me permet de vider mon sac librement et de mettre des mots sur mon ressenti. Je n'ai plus envie que cette histoire gâche encore ma vie, j'en ai marre de ruminer sans cesse. J'espère que ça sera l'une des dernières fois que je raconterai cette histoire. En tout cas les filles, pensez à vous. Aîné ou pas, personne ne le fera à votre place. Waouh, 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 waouh. Franchement, je trouve qu'on néglige trop à quel point un divorce, vivre en fait le divorce de ses parents, ça peut être quelque chose d'hyper compliqué et effectivement ça te donne un bagage émotionnel de fou. Et je me dis qu'on est tellement d'enfants qui ont vécu le divorce de nos parents. Enfin, on va pas se mentir, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes divorcées, beaucoup de familles aussi recomposées, etc., etc. Et c'est vrai, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas énormément. Parce que c'est vrai que c'est délicat en façon de parler de la séparation de ses parents. Mais vraiment, je trouve qu'on néglige vraiment les conséquences que ça peut avoir sur des enfants, quel que soit l'âge de ces enfants. Voilà, quand je dis enfants, c'est pas des enfants c'est pas des personnes en dessous de 10 ans, mais les enfants des parents. Quel que soit l'âge en fait auquel ça arrive. L'histoire est très similaire à un appel que j'ai eu en live, donc je ne sais pas si c'est la même fille ou pas, mais quoi qu'il arrive, je vais tout simplement à peu près redire ce que j'ai dit à la personne. Déjà, dans un premier temps, il y a 2 choses que j'ai à te conseiller. Une première chose, là je pense que c'est nécessaire d'aller voir un psy parce que le psy pourra justement te permettre de décharger ce bagage émotionnel, de mettre des mots sur ce que tu ressens, de te donner un autre avis, une autre perspective, une autre manière de voir les choses. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir justement t'aider à vider ce bagage émotionnel et à ne plus être dans la projection de ce que tes parents ont vécu dans toi, ta propre vie sentimentale. Comme tu l'as dit, tu sais où est le problème, mais je pense que pour creuser, pour travailler sur toi, l'aide d'un psy pourrait énormément t'aider. Et ensuite, le deuxième point qui pour moi pourrait aussi beaucoup te sortir de tout ça, c'est de justement commencer à penser à toi. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, je sais plus si tu l'as précisé, il ne me semble pas. Mais en tout cas, je pense que là aujourd'hui, il faut vraiment que tu penses à toi à 100%. De ce que j'ai compris, maintenant c'est bon, tes frères et sœurs, ils sont assez grands. Donc pourquoi pas faire, je sais pas, 1 an à l'étranger, voilà, 1 an loin de tout, faire un nouveau départ et vraiment juste te focaliser sur toi, sur vivre de nouvelles expériences. Mais en tout cas, voilà, moi je te dirais vraiment de te recentrer, de te retrouver avec toi-même et ça pourra te permettre de faire le vide, de repartir à zéro, de revivre peut-être une deuxième vingtaine, entre guillemets, mais en tout cas de profiter et faire des choses que tu n'as pas eu l'occasion de faire quand les jeunes de ton âge pouvaient le faire parce que justement tu avais beaucoup trop de responsabilités et vraiment de te faire au moins 1 année un peu sabbatique, quitte à même mettre de côté, je sais pas, pendant 6 mois ou quoi, mais pour vraiment vivre 1 année à fond. Et je dis voyager, mais ça peut être totalement autre chose, ça peut être juste même déménager dans une autre ville, ou je sais pas, mais en tout cas, essaie de trouver, toi, qu'est-ce qui te ferait kiffer, mais je pense que vraiment pendant 1 année, il faut que tu penses à toi, il faut que tu décompresses, il faut que tu changes en fait, que tu fasses un renouveau, un regain d'une nouvelle énergie beaucoup plus positive pour justement ne pas être dans le regret d'avoir un petit peu manqué une partie de ta vingtaine, une partie de l'âge où justement tu te cherches, tu fais des expériences, tu te trompes, etc. T'accorder 1 année comme ça, je pense que ça pourrait te faire du bien. Et quand même, tes petites séances chez le psy, je pense aussi, pour pouvoir un petit peu désamorcer tout ça. Voilà. Je pense qu'on va faire une dernière petite problématique pour terminer cette vidéo. Les problèmes. Les problèmes. Dois-je dire à mon nouveau flirt que j'ai déjà flirté avec son ami? Waouh. Hello Leslie, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour tous tes contenus que tu proposes. Bref, il y a de cela 4 mois, je discutais avec un homme qu'on va appeler Dan. Dan est l'ami de Rock, le petit ami de Cecilia, qui est ma copine. C'est Cilia
qui avait demandé à son petit ami de nous mettre en contact parce qu'elle savait que Dan répondait à mes critères physiques. Ok. Donc il y a Cilia et Rock, un couple, et toi et Dan. J'ai bien compris. Moi et Dan, on a commencé à s'écrire et tout de suite j'ai senti le feeling. On s'écrivait tous les jours et on s'appelait chaque nuit. J'étais vraiment sur un nuage. Un mois après, on a commencé à s'écrire. C'est l'anniversaire à moi et Célia en même temps. Ah, Célia. Bon, cette fille a changé au moins 3 fois de prénom, mais c'est pas grave. Parce qu'on est nés dans la même semaine. Le week-end de notre anniversaire, on a décidé d'inviter Dan, Rock et quelques amis qu'on avait tous en commun. Le soir de mon anniversaire est arrivé. Fallait voir comment je me suis habillée. Talons, robe, make-up, tout était beau sur moi parce que je voulais bien évidemment faire bonne impression. La soirée d'anniversaire s'était très bien passée. Dan avait l'air intéressé et je te passe la soirée. Une semaine après, on continue de parler et moi j'avais déjà envie de le revoir. Du coup, je lui ai proposé de me faire visiter sa ville. C'était vraiment la première fois que je faisais autant d'efforts pour un mec. Le jour de la visite est arrivé, je me suis rendue dans sa ville, on a fait quelques activités. Après ça, j'ai essayé de me retirer un peu pour qu'il ne me prenne pas pour acquis. On continue à discuter et visiblement, il faisait les efforts pour converser, mais ne proposait jamais de date. Quelques semaines plus tard, je commençais à m'ennuyer de nos conversations parce que c'est devenu une routine. Coucou, ça va, oui et toi, moi aussi. Ça s'arrêtait là. Limite, je sentais qu'il venait m'écrire par courtoisie. Donc j'étais un peu froide parce que je le voyais plus. Des fois, je le laissais en remis pendant 2 à 4 jours. Madame, c'est beaucoup 2 à 4 jours de remis quand même. Ok. Une fois, j'ai décidé de l'appeler et de faire un dernier pas. Quand je l'ai appelé, il était étonné et m'a indirectement dit qu'il était fatigué de courir derrière moi. Du coup, je lui ai proposé qu'on se voit dans un café et pour qu'on en discute. Il me dit qu'il n'est pas libre samedi ni dimanche, alors je lui ai proposé de venir lundi soir dans sa ville et il a encore trouvé un prétexte. Donc, j'ai lâché l'affaire. Une semaine plus tard, il m'a écrit, mais je lui ai plus répondu parce qu'au final, je ne sais pas ce qu'il veut. Je vais pas te mentir, ça m'a fait très mal, même si on n'a jamais eu de rapprochement physique. Le gars m'avait même demandé mon électrophorèse. Ah, ça c'est pas le truc sanguin pour voir genre si vous matchez, genre si jamais vous voulez faire des enfants et tout, c'est ça non ? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Un mois après, j'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontre. J'ai matché avec un gars qu'on va appeler Étienne. Ce dernier m'informait qu'il allait participer à un événement dans une autre ville. Coïncidence, l'événement était organisé par Cilia et je faisais partie du staff. Au début, je lui ai rien dit, mais une fois chez Cilia, après lui avoir montré le profil d'Étienne, elle m'avait dit que c'était l'ami à Dan et Rock. Aïe. Sur le coup, ça m'a un peu déçue. Le lendemain, j'ai fait la connaissance d'Étienne, très chill et moins timide comparé à Dan. Moi et Étienne, on s'est échangé les contacts et depuis 2 semaines, on n'arrête pas de s'écrire. Le feeling est bon et lui, contrairement à Dan, il est très investi et dit clairement ce qu'il pense. Ma question est la suivante. Dois-je l'informer que j'avais déjà flirté avec Dan ? Tôt ou tard, je me dis qu'il va le savoir. Je me demande aussi si ça vaut le coup d'essayer parce que j'ai eu plus de feeling avec Dan que ce dernier. Ah, attendez, parce que là, la dernière phrase, en fait, je crois qu'elle nous... T'as plus de feeling avec Étienne ou avec Dan ? Ça, j'avoue, j'ai pas trop compris. C'est pour ça que les appels, c'est bien, parce qu'au moins, on peut préciser certains points. Bon, en tout cas, on va faire les 2 possibilités. Si c'était avec Dan que t'avais plus de feeling et qu'en gros, bah, lui, le feeling n'a pas plus que ça sert à rien de continuer. Genre, un mec qui investit, c'est bien, mais encore une fois, il faut qu'il vous plaise, les filles, ok ? Arrêtez de vous mettre avec des mecs qui vous plaisent pas juste parce qu'ils sont investis avec vous. Il faut les deux pour que ce soit bien. Et pour que vous soyez bien, ok ? Voilà, maintenant on va partir du principe que tu as plus de feeling avec Étienne. Avec Dan, vous vous êtes vus une seule fois. Vous avez juste discuté. Donc moi, à partir de ce moment-là, je vois pas en quoi c'est problématique que tu aies déjà flirté avec son pote. À partir du moment où il s'est rien passé entre vous, à rien de chien, même pas un bisou, même pas un contact physique. Franchement, moi, je vois pas en quoi ça devrait être dérangeant. Donc, franchement, moi, je te mens pas. Je pense qu'à ta place, j'aurais rien dit. Jusqu'à ce que ça se sache un peu autrement, quoi, tu vois. Voilà, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec mon conseil, mais encore une fois, franchement, si ils s'étaient déjà embrassés, s'ils avaient déjà couché ensemble et tout, j'aurais dit, franchement, peut-être parle-en. Mais là, il s'est jamais rien passé, je vois pas à quoi ça sert de le dire. Et quand il l'apprendra, ou quand il y aura vraiment une occasion qui s'y prête, je sais pas, genre imagine, tu vois Dan dans sa story, ou voilà, je sais pas, un truc comme ça, tu lui dis,
Ah, je le connais, c'est l'ami d'un couple et tout machin. Ah oui, c'est-à-dire tu le connais. Bah voilà, on a déjà parlé vite fait, mais je te rassure, il s'est jamais rien passé entre nous. Voilà, c'était juste de la discussion et fin, tu vois. Pour moi, c'est largement suffisant, mais en tout cas, t'as pas besoin de faire tout un mea culpa, tout un truc et tout pour dire « Ah, j'ai déjà parlé avec Dan et tout ». Pour moi, c'est vraiment une information secondaire au vu de là où c'est allé entre toi et Dan. Mais après, c'est que mon humble avis. N'hésitez pas aussi à donner le vôtre en commentaire. En tout cas, j'ai kiffé faire ce podcast. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, on se retrouve du coup en live. Donc pas la semaine prochaine, mais je reviendrai la dernière semaine d'octobre, normalement. Oui, normalement, voilà. Pareil, les tournages, les entre nous, les témoignages, tout va bientôt revenir. J'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à me suivre partout. Spotify, Deezer, etc. Sur YouTube aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Des fois, vous oubliez. Également sur ma chaîne Twitch pour avoir les lives et les rediffusions. Et sur mes comptes TikTok, mon compte perso et le compte du podcast. Bref, vous avez toutes les informations en barre de description. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.